Bienvenue dans Parlons Net, premier club de la presse internet en partenariat avec les grands sites d'information en ligne. Cette semaine, Parlons Net reçoit Bernard-Henri Lévy, dit BHL, au terme d'une campagne médiatique intense contre l'élection de l'Égyptien Farouk Hosni à la direction de l'UNESCO. Il nous racontera le making-of de cette campagne qui s'est aussi jouée sur Internet et on l'interrogera également sur l'actualité de la semaine. On lui posera aussi en rafale des questions assez brutes de décoffrage qui viennent de Facebook où BHL a désormais beaucoup d'amis. Pour interroger Bernard-Henri Lévy, Johan Hufnagel de Slate.fr, le petit nouveau de la bande, bienvenue. Merci, bonjour. Pierre Aski de Rue 89, Luc de Barrochet du Figaro.fr et Philippe Cohen de Marianne2.fr. BHL est l'invité de Parlons Net. On teste un nouveau générique, c'est pour ça qu'on a des hésitations. BHL, bienvenue. Merci. D'être avec nous. Comment elle a démarré cette campagne contre Farouk Hosni, son élection? Comment ça s'est passé? Comment on monte une sorte de blitzkrieg médiatique contre un candidat à la direction de l'UNESCO? Je crois qu'on ne le monte pas. Personne n'a monté cette campagne. Elle est montée toute seule. Parce qu'il y a eu un nombre grandissant de gens qui se sont dit que ce n'était pas possible, que cet homme n'était pas digne du poste, que c'était faire insulte à la petite réputation de l'UNESCO que de l'avoir représenté par lui. Donc ça a été progressif, il n'y a pas eu de plan. Tout a démarré avec un texte que nous avons écrit et signé en mai dernier, Claude Lanzmann, Elie Wiesel et moi. Et puis auquel l'intéressé avait répondu de manière pour le moins maladroite. Et puis après les choses se sont emballées, en particulier d'ailleurs sur le net. Parce que s'il y a, je l'ai dit à Slate il y a quelques jours, bon, pour moi cette défaite de Farouk Hosni c'est une victoire de la morale sur la politique. Et je crois que c'est une victoire aussi des internautes. Parce que il me semble que l'essentiel de la protestation et des questions d'ailleurs est venu d'Internet. Alors vous avez parlé de l'intelligentsia égyptienne. Il y a plusieurs intelligentsias égyptiennes. Il y a une intelligentsia qui devait peut-être soutenir Farouk Hosni. Il y en a une autre, c'est celle qui s'est mobilisée avec vous. Comment on fait le distinguo? Parce que vous parlez des intellectuels et des milieux culturels égyptiens. On est à peu près sûr que c'est pas monobloc, que c'est une mosaïque d'intellectuels en Égypte. La distinction est très difficile à faire dans une dictature où il n'y a pas de liberté de la presse et où les courants d'opinion ne s'expriment pas comme dans une démocratie à l'anglaise. Ça, c'est clair. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pendant toute cette période, pendant tout l'été, que ce soit Claude Lanzmann ou moi-même, en tout cas, je peux parler pour moi, nous avons reçu en grande quantité des témoignages d'intellectuels ou d'artistes égyptiens. Alors, je ne vais pas les nommer ici, je crois que ce serait pas la chose à faire, nous donnant des informations précises sur des livres censurés, sur des films caviardés, sur des blogueurs emprisonnés, sur un projet de loi liberticide sur Internet qui se préparait, qui avait été rédigé par les services du ministre Farouk Hosni et qui doit passer au Parlement ces jours-ci, etc. Alors, quel est le rapport de force en Égypte? J'en sais rien. Entre les gens qui sont à la botte de Moubarak et les esprits libres, je ne sais pas. Vous vous êtes mobilisé sur Internet. On a vu naître cet été un nouveau site, Bernard-Henri Lévy.com, complètement relooké après un certain nombre d'expériences ou de tâtonnements. Vous avez trouvé... Oui, c'est un site qui a 10 ans. Complètement relooké quand même. Sûr. On vous a vu sur Facebook avec une montée en puissance. Est-ce que l'affaire Farouk Hosni a été l'occasion pour vous de structurer votre action sur Internet? Non, parce que c'est pas comme ça que je fais les choses, mais ça a été une occasion de vérifier, une fois de plus, à quel point Internet, qui peut être, comme tout le reste, comme toute la presse, qui peut être le pire, peut être aussi le meilleur. C'est-à-dire la vitesse à laquelle des informations que Liliane Lazare a mises sur le site qu'elle me consacre ont circulé, est quelque chose dont très naïvement, je peux vous dire que je n'avais pas l'idée. Donc j'ai vérifié ça, j'ai mesuré ça, la force de diffusion virale, mais des virus vertueux, en l'occurrence, d'Internet.
Philippe Cohen, Marianne 2. À propos de cette affaire de l'élection du ministre égyptien de la Culture, ou plutôt de la non-élection, que vous considérez finalement comme une sorte de victoire morale en quelque sorte. Serge Klarsfeld a dit « J'ai considéré que l'élection d'un Égyptien à la tête de l'UNESCO était une avancée, d'autant plus que Hosni s'était engagé à s'opposer au négationnisme et à favoriser une meilleure connaissance de la Shoah dans les pays musulmans. Il y a une coalition qui s'est formée contre lui. Je le regrette parce que je pense que la nouvelle présidente de l'UNESCO est peut-être un peu n'importe qui. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une personnalité éminente qui fera avancer l'UNESCO, tandis qu'un Égyptien à la tête de cette organisation, l'Égypte c'est quand même autre chose que la Bulgarie sur le plan culturel, la victoire du pays aurait également pu faciliter un rapprochement entre musulmans et juifs. » Donc Serge Klarsfeld, il est un peu qualifié quand même pour parler. Écoutez, il nous arrive à tous de faire des erreurs et de dire des bêtises. Ce que vous venez de me lire là, ce propos de Serge Klarsfeld, pour qui j'ai la plus grande admiration, ce qu'il dit sur Madame Bokova, c'est une sottise et c'est insultant. Comment peut-on dire ça de quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui n'a pas encore fait ses preuves, etc. En revanche, de l'autre côté, Farouk Hosni, lui, il a un bilan, il a un track record, comme on dit dans le monde anglo-saxon. Il est haï par les frères musulmans, par exemple. Attendez. Il est haï par le frère musulman, vous n'en savez rien. Dans nombre de cas, il a pris les devants, il a fait du zèle, il a été plus frère musulman que les frères musulmans. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est engagé à s'opposer au négationnisme. D'abord, c'est la moindre des choses. De s'engager à s'opposer au négationnisme. C'est la moindre des choses. Et deuxièmement, pour l'instant, le bilan, c'est qu'il est l'homme qui a, par exemple, invité Roger Garaudy, qui a été le grand maître du négationnisme, au titre de sa contribution à la culture. Ben, c'est un fait. Alors, que le bonhomme fasse des promesses parce qu'il crevait d'envie de ce poste, parce qu'il avait déclaré urbi et orbi que c'était fait, parce qu'il avait installé une cellule de crise à Paris, parce que l'Élysée le lui avait promis, etc. Donc qu'il s'affole et qu'il fasse des promesses dans tous les sens, ça c'est autre chose. Bien sûr, je crois que M. Hosni, que je ne connais pas, il aurait été prêt à signer n'importe quoi, à s'engager à n'importe quoi dans ces semaines-là. Imaginez. Vous dites que vous ne connaissez pas, donc vous lancez une fatwa contre quelqu'un que vous ne connaissez pas finalement. Ah, je lance une fatwa. Vous trouvez que je lance une fatwa? Oui, non, je me suis contenté de reproduire dans un certain nombre d'articles publiés dans des journaux et sur Internet des informations précise. Au conditionnel, comme la dernière, 2 heures avant par exemple, cette affaire sur l'affaire du paquebot italien. Moi, j'essaie de le vérifier, parce qu'il semble qu'il y a eu des... Comme je suis quelqu'un de rigoureux, quand je suis sûr des choses, je dis que je suis sûr. Quand je suis pas sûr, je dis que c'est au conditionnel, oui. Vous allez me reprocher de m'être exprimé au conditionnel. Non, mais c'est vrai qu'on a eu le sentiment qu'en gros, on lui découvrait un crime de plus par jour. Jusqu'au jour fatidique. Et cette histoire, quand vous allez sur le site arabe qui était cité dans la dernière information, donc sur la Kilelaro et sur... voilà. On citait des déclarations qui étaient attribuées à M. Hosni lui-même, sans source, sans référence, quand, à qui il a dit ça, dans quel contexte. Moi, je n'ai pas utilisé cette information, pour être très franc, parce qu'elle me semblait invérifiable. Et c'était balancé 2 heures avant un scrutin déterminant. Alors, ça a emporté le morceau et vous avez gagné. Mais je trouve qu'au niveau de la méthode, il y a quelque chose d'un peu troublant. Et moi, je voudrais rajouter une chose. Est-ce que vous pensez que vous êtes audible dans le monde musulman? C'est-à-dire que quand on lit, la déclaration de Klarsfeld est intéressante parce qu'il revient aussi sur le fait qu'il a interrogé, c'est sur un site israélien, c'est sur Gizen News, donc qui est un site totalement acquis à la cause d'Israël. Et Klarsfeld dit, souligne le fait que tous les gens qui se sont mobilisés, vous avez cité vous-même, Lanzmann, Elie Wiesel, etc., sont juifs. Et il est interrogé sur le fait qu'en Égypte, on a mis en cause le lobby juif. Et Klarsfeld dit, moi, ça ne me dérange pas qu'on parle de lobby juif dans cette affaire, c'est la réalité. Est-ce que vous pensez que ça ne vous rend pas inaudible dans la mesure où, sur le Proche-Orient et sur la question d'Israël en particulier, vous avez des indignations à géométrie variable et que ça rend la chose compliquée pour être crédible en Égypte? Voilà. Écoutez, d'abord, il n'y a pas... moi, j'évite de raisonner comme ça. Il n'y a pas le monde musulman.
Ça, c'est une vision vraiment tellement française, tellement parisienne, que de dire qu'il y a le monde musulman, qu'il y a l'intelligentsia égyptienne. Non, il y a plusieurs mondes musulmans et il y a plusieurs courants à l'intérieur de l'intelligentsia égyptienne. Voilà. Il y a des totalitaires, il y a des démocrates, il y a des gens qui pensent que les frères musulmans ont raison, et il y a des gens qui pensent que c'est des fascistes. Donc il y a plusieurs mondes musulmans. En plus, monde musulman, il n'y a pas que l'Égypte. Est-ce que je suis audible dans le monde musulman? J'en sais rien. Par exemple, je suis probablement plus audible que d'autres dans un pays à majorité musulmane qu'est la Bosnie, qui est un pays à majorité musulmane. David Abiker parlait de cette page Facebook qui a été ouverte par des amis de moi aux États-Unis. On m'a dit, moi j'ai pas les statistiques, que par exemple il y a beaucoup de... Donc il n'y a pas un monde musulman. Indignation à géométrie variable, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. J'ai depuis 40 ans, 40 ans, la même position. Depuis 1969, c'est même le premier article que j'ai écrit que j'ai signé de mon nom. Je suis pour la coexistence, je suis pour la naissance d'un État palestinien, pour sa coexistence à côté d'Israël et pour un dialogue entre ces deux États et une situation... Géométrie variable, je parle par exemple des positions que vous avez prises au moment des deux plus récentes guerres, celle de 2006 avec le Liban et celle de janvier dernier dans la bande de Gaza. C'est pas géométrie variable, j'ai dit la même chose. Mais quand je dis géométrie variable, c'est-à-dire que dans un cas comme ça, vous avez une indulgence particulière pour Israël, et dans le cas de M. Hosni, vous avez une inflexibilité morale. Pour moi, c'est de la géométrie variable. Mais comment est-ce qu'on peut comparer? Attendez, là, c'est pas une géométrie variable, c'est des cas tellement différents. C'est vrai, en 2006, le Hezbollah déclare la guerre à Israël. Je ne vais pas dire que c'est Israël qui a déclaré la guerre au Hezbollah. Le Hamas fait pleuvoir des roquettes sur Sderot. Je ne vais pas dire le contraire non plus. Oui, mais enfin, excusez-moi, on ne va pas polémiquer, mais lorsque le récent rapport du juge Gladstone parle de crimes de guerre commis à la fois par le Hamas et par Israël, ça n'a pas l'air de vous bouleverser. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ça n'a pas l'air de vous bouleverser. Je n'ai pas lu de déclaration de vous. Et d'habitude, il vient de tomber il y a combien? Il y a 2 jours, 3 jours? Il y a Bernard-Henri Lévy, 8 jours. C'est la question de la réelle politique, en fait. Parce que notre premier invité de l'année, Henri Guénaud, ici, invoquait pour soutenir la candidature de Farouk Hosni la question de la réelle politique, en expliquant que intégrer davantage l'Égypte, dispositif important de rapprochement avec Israël, davantage dans la communauté internationale, c'était une réelle politique efficace. Et vous dites exactement le contraire. C'est la victoire des principes. Et Pierre Aski trouve que vous êtes plutôt réelle politique quand il s'agit d'Israël, et puis pas du tout réelle politique quand il s'agit de l'Égypte. Voilà. Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce que vous l'assumez? Pourquoi pas, après tout? Mais je ne l'assume pas. Je ne pense pas être réel politique quand il s'agit d'Israël. Quand un gouvernement israélien commet des fautes, à mes yeux, et je peux là aussi me tromper, je le dis, lorsque je me trouve en face d'un dirigeant israélien, ça m'est arrivé avec Ariel Sharon il y a 6 ou 7 ans, je ne mâche pas mes mots, il n'y a pas de réel politique, il y a des principes. Il m'est arrivé maintes fois, alors je pourrais mettre ça en ligne, si vous voulez, de dire combien il me semble désolant que les Israéliens ne comprennent pas que leur honneur serait et leur sécurité consisterait à être les premiers à reconnaître l'État palestinien par un acte politique fort, gaullien, etc. Donc je ne suis pas réel politique, là non plus. Et dans le cas de l'Égypte, en effet, je pense que nommer cet homme-là... Alors, vous dites tous les jours, on avait l'impression qu'il y avait un crime nouveau qui ressortait. Mais c'est des crimes, et là, des crimes entre guillemets, ce sont des informations qui existaient, qui étaient là. Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait été élu à l'UNESCO? Là, je peux vous dire que ça aurait été le festival pendant ces années de mandat. On aurait eu tous les 8 jours un journaliste égyptien qui aurait raconté comment il avait été trafiqué, bâillonné, embastillé, etc. Je voudrais revenir sur le fond quand même, qui est l'argument essentiel des autorités françaises dans cette affaire, qui était de dire l'Égypte est un pays clé au Proche-Orient. L'Égypte, depuis 30 ans, est un des pays qui appuie le plus en direction d'un règlement négocié entre Israéliens et Palestiniens.
est-ce qu'il n'était pas de notre intérêt de soutenir l'Égypte et le régime égyptien dans cette affaire, même si le régime égyptien est, comme vous le dites, c'est le mot que vous avez employé, dictatorial? Je crois que ça s'appelle en effet soit de la réelle politique, soit ce que Proust appelait, pour s'en moquer, la stratégie d'état-major. Les grands machins. Alors en effet, la diplomatie française, elle s'appuie sur 3 grands pays. Hein. Chaque fois qu'on a un nouveau président, il a ces 3 grands pays sur lesquels la diplomatie doit s'appuyer. Aujourd'hui, c'est l'Inde, le Brésil, l'Égypte, etc. C'est pas comme ça. Il y a en effet l'Égypte, et à l'intérieur de l'Égypte, il y a des courants différents. Et le régime égyptien, il est à un certain stade de son existence aujourd'hui. C'est un régime qui est en voie de déliquescence, qui ne contrôle rien, avec un président Moubarak qui a probablement une lucidité politique moins aiguë qu'il ne l'a eu. Et si l'alternative, c'est Moubarak ou les frères musulmans, vous choisissez les frères musulmans ? Évidemment non. Si l'alternative c'est Moubarak et les frères musulmans, c'est évidemment Moubarak qu'il faut choisir. Bien sûr. Mais si l'alternative c'est Farouk Hosni, c'est-à-dire un censeur, un emprisonneur de blogueurs, un caviardeur de scénarii, ou une femme représentante d'une petite nation qui sait ce que c'est qu'une culture persécutée, qui sait ce que c'est que sa résurrection, qui sait ce que c'est que la sortie du totalitarisme pour l'avoir éprouvé elle-même. Si l'alternative c'est ça, je choisis la femme venue d'une petite nation et qui sait ce que c'est que la culture persécutée. Qu'est-ce que je lui dis? Il ne faut pas comparer. Vous me parlez de Moubarak et des frères musulmans. Là, on parlait de Madame Bokova ou de Farouk Hosni. Oui, c'est ça l'alternative. Justement, Johan Hufnagel, Slate. Madame Bokova, elle a un petit track record quand même. Oui. C'est pas... Elle vient effectivement d'un petit pays persécuté, oui, mais communiste, et elle-même faisait partie de l'intelligentsia communiste dans les années 80. C'est ce que je dis. Mais là, Madame Bokova, c'est pas quelqu'un qui nous dit « je promets désormais, si je suis élu à l'UNESCO, de ne plus tremper dans les crimes totalitaires ». C'est quelqu'un qui a fait depuis 20 ans, ça fait 20 ans, qu'elle fait sur elle-même, comme nombre d'intellectuels bulgares ou d'Europe centrale ou orientale, ce travail de mémoire, ce travail de deuil et ce travail de critique sur elle-même. Voilà le bilan de Mme Bokova. Elle a été communiste, son père a été communiste, dirigeant du grand journal communiste bulgare, etc. Et puis, elle est représentante de cette génération exemplaire qui s'est extirper. Les gens changent. Mais et justement, alors Farouk Hosni, lui, ne pourrait pas changer en étant... Mais on ne change pas à toute vitesse, en 5 secondes, en signant sur un coin de table une déclaration pour dire que tout ce qu'on a fait depuis 22 ans est caduque. Et surtout quand on apprend, c'est vos confrères du Monde qui l'ont révélé, que la déclaration en question, elle a été inspirée, en tout cas, par un conseiller de l'Élysée, c'est-à-dire Henri Guénaud, que vous avez eu ici même, et qui vous a répondu, vous avez fait de réponse embarrassée, oui, je sais pas, j'ai plus de talent que ça, vous me vexez, etc. Tout ça, c'est de la comédie. Vous ne sentez pas à quel point on est dans la farce. Un type qui nous dit, ça fait 22 ans que j'ai inscrit mon pays 137e sur 158 dans la liste de Reporters sans frontières, mais là, maintenant, à 8 jours de l'élection, tout va changer. Je vais devenir un démocrate et je vais favoriser l'éclosion de la liberté d'expression et que 100 fleurs s'épanouissent à l'échelle planétaire. Enfin, c'est une blague. Face à ça, vous aviez cette femme, elle est ce qu'elle est, mais enfin, le track record, c'est 20 ans, depuis 1989, d'arrachement à l'univers totalitaire. Comme Madame Angela Merkel, elle vient d'Allemagne de l'Est, elle a fait ce travail extraordinaire, elle est devenue une des grandes démocrates, une des grandes dirigeantes du monde démocratique. Philippe Cohen. Oui, n'empêche que, M. Netanyahou avait l'air plutôt de soutenir la candidature de l'Égyptien. Mais je m'en fous. Deuxièmement, si on ne fait pas la paix, si on veut faire la paix, et vous avez milité pour ça, puisque l'appel de Genève, etc., si on ne le fait pas avec l'Égypte, c'est un point d'appui fort. Voilà, mais elle est faite, je vois pas avec réveillez-vous, mais elle est faite. Non, mais je ne vois pas. Oui, mais si on ne s'appuie pas sur l'Égypte, si on leur met les bâtons dans le rouge, je ne vois pas avec qui on va la faire, la paix. Et troisièmement, surtout les conséquences. Regardez comment cet événement est salué justement dans une partie du monde arabe, d'accord, oui, mais on dit, en gros, on va dire, et là, je pense que notamment les musulmans, les intégristes musulmans les plus radicaux vont dire, ah ben voilà, un type Angela là-bas,
on n'en veut pas, l'Occident ne veut pas être sur le plan culturel, être dirigé par un Arabe. C'est ça qui va ressortir de cette affaire. Et c'est ça qui nous inquiète, aussi bien Serge Klarsfeld que moi-même, que plein d'autres juifs ou non-juifs. Pierre Aski en complément, et vous répondrez. Je vous laisse à vos inquiétudes. Vous n'avez pas répondu sur le rapport du juge Gladstone. Vous avez dit, je ne sais pas si vous êtes ému ou pas, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce bilan aujourd'hui? Parce que vous avez soutenu cette guerre. À l'arrivée, il y a quand même un goût amer. Un mort israélien pour 100 morts palestiniens. N'importe quel autre pays au monde aurait riposté comme ça à une agression. Je pense qu'on vous aurait entendu plus. Voilà. Non, vous m'avez mal lu parce qu'on m'a entendu. Je vous ai entendu donner les circonstances atténuantes de l'action d'Israël. Et Israël n'a pas toujours fait ça, parce que quand même, vous connaissez l'histoire de ce pays parfaitement. Quelqu'un comme Ehud Barak, il y a 25 ans, il était déguisé en femme dans les rues de Beyrouth à mener des actions de commando. Et aujourd'hui, aussi bien au Liban en 2006 que cette fois-ci, on a le bombardement massif avec les victimes collatérales, ce mot est abominable, qu'on connaît. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ça? D'abord, le mot en effet est horrible, dommage collatéral, vous avez raison. Ensuite, bombardement massif dans la guerre de Gaza, il faut savoir ce que disent les mots. Ça n'a pas été un bombardement massif. Un bombardement massif grâce au ciel. Bombardement massif était possible et aurait été un carnage. Bien au-delà de ça. Il y a toujours pire, mais enfin quand même... Oui, non, mais c'est pas... Non, c'était... Attendez. Une majorité de victimes civiles. C'est atroce. Oui, entre 300 et 600 victimes civiles. C'est abominable, bien sûr. Qui vous dit le contraire? Je l'ai écrit, je vous le redis ici. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette accusation de crime de guerre portée contre un pays qui met quand même la moralité en avant en général? Oui, je pense qu'il faut regarder ça. Tout est possible. Il n'y a pas de pays. Vous savez, la France, qui est une démocratie ancienne, a commis des crimes de guerre et des crimes de torture abominables pendant la guerre d'Algérie, a été à juste titre... et est encore montré du doigt pour cela. Bien sûr qu'une démocratie peut déraper. Bien sûr qu'une démocratie en guerre peut commettre des crimes de guerre, évidemment. Ce que je disais dans le reportage que j'ai fait à propos de cette guerre de Gaza, ce que je disais, c'est que les Israéliens n'étaient pas des brutes assoiffés de sang qui bombardaient aveuglément. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Et de cela, j'ai donné des témoignages précis. J'ai raconté comment, y compris... Alors tout ça, ça peut paraître comme des distinctions oiseuses, c'est vrai, mais ça l'est pas non plus tout à fait. Comment, y compris les pilotes de ces fameux engins de mort, hélicoptères Cobra, détournaient leurs missiles en vol quand ils voyaient apparaître dans leur écran de contrôle. Tout ça est atroce. Moi, je hais la guerre. Je l'ai vu d'assez près pour savoir à quel point c'est une abjection. Je n'ai aucune indulgence pour tout ça. C'est atroce, bien sûr. Mais enfin, il faut être précis. Par exemple, là, il y avait ce souci chez les pilotes israéliens qui étaient maîtres à bord dans leur hélicoptère, seuls maîtres à bord, de détourner un missile lorsqu'il arrivait dans une zone où il y avait des civils et ainsi de suite. Donc il ne faut pas être unilatéral. Voilà ce que j'ai essayé de dire à l'époque dans ce reportage que j'avais donné au journal du dimanche. Dans le point, vous citiez l'exemple d'une mosquée qui avait été shootée par les missiles israéliens. Et justement, le rapport de l'ONU parle d'une mosquée qui a été détruite par les missiles israéliens alors qu'on était en pleine période de prière. Et que le rapport de l'ONU disait que les Israéliens auraient pu, si cette mosquée avait été effectivement, comme le disaient les Israéliens, un bouclier humain, ils auraient pu tirer dessus la nuit. J'ai pas lu le rapport. Je n'ai pas lu le rapport et je ne crois pas, par ailleurs, qu'un rapport de l'ONU soit parole d'évangile. On a vu des rapports de l'ONU... démenti très vite. On a vu le représentant spécial des Nations Unies. Le juge Gladstone a quand même une crédibilité personnelle forte. D'accord, oui. Écoutez, on a vu, rappelez-vous, le massacre, le génocide de Jénine, il y a 7 ou 8 ans, le représentant spécial des Nations Unies, installé à Jénine, sous les caméras, le cadran dans les décombres, et disant « Ce qui se passe ici est un génocide, je n'ai jamais rien vu de pire de toute ma carrière. » Alors, attendons, soyons prudents, évitons les emballements médiatiques. À chaque fois, c'est la même chose.
on part en flèche, et puis après, on commence à réviser à la baisse, on commence à s'apercevoir qu'il y a eu cette espèce d'emballement de folie, etc. Alors voyons, moi je veux bien, je vais lire ce rapport de l'ONU, naturellement. Là, il se trouve que j'étais en Afghanistan, qu'il est public, vous dites-vous depuis 8 jours, j'ai tardé 8 jours, j'ai quelques circonstances atténuantes, mais je vais réparer. Alors, vous êtes assez nuancé finalement sur cette situation au Proche-Orient. Je fais du rétropédalage. Est-ce que Farouk Hosni, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'être nuancé vis-à-vis de cet homme? Est-ce que c'était vraiment tout noir, ou est-ce que justement le rapport à sa réalité aurait pu être plus nuancé de votre part? Attendez, je n'ai pas... Sûrement on pouvait être nuancé. Il avait sûrement des qualités. C'est un artiste. Peut-être ses œuvres sont-elles belles. La question n'est pas là. La question était de savoir s'il était en mesure ou pas de présider aux destinées de la plus grande institution culturelle mondiale. Là, par exemple, l'UNESCO, son boulot, c'est le patrimoine. Hein, c'est les 800 sites classés patrimoine culturel de l'humanité. Bien. Alors, on a regardé qu'est-ce qu'avait fait Farouk Hosni quand il a eu à gérer non pas le patrimoine mondial, mais le patrimoine national, et non pas de la planète, mais de l'Égypte. Il l'a mal géré. 3 de ses collaborateurs, plus un chef de cabinet, en prison, condamnés à des lourdes peines pour trafic d'œuvres archéologiques égyptiennes. Donc, nuancé ou pas, il y avait une élection, on n'était pas dans l'éternité du temps immobile, il fallait savoir si cet homme était digne ou pas d'occuper ce poste. Conclusion, non. On passe à l'actualité de la semaine. Alors, comme on était sur les questions internationales, on a envie de vous interroger sur le G20, les questions économiques et sociales. Quel regard le philosophe que vous êtes porte sur la crise économique, ce G20, cette gouvernance mondiale qu'on essaye de mettre en place? Là-dessus, est-ce que vous affichez des limites en restant dans votre domaine de l'action philosophique, de l'engagement intellectuel, combatif? Ou est-ce que sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec le G20, vous avez des choses à dire? Des limites à quoi? Est-ce que sur la question économique et sociale, vous êtes plus en retrait Pas du tout. Non, je ne suis pas plus en retrait, bien sûr que non. Je pense que ce qui s'est passé là, la crise économique qui a démarré il y a un an et quelques jours, est un séisme majeur dont on n'a pas fini de voir, à mon avis, l'onde de choc. Je crois qu'elle a des racines extrêmement profondes dans l'esprit du capitalisme, pour emprunter une formule célèbre tel qu'il se vit dans ces dernières années. Je pense que le système financier est devenu fou. Je pense qu'il y a des instruments financiers qui ne servent à rien, qui ne créent pas de valeur, et qu'il faut donc... Ce qui est fait sur les paradis fiscaux, c'est formidable. Je crois qu'il y aurait aujourd'hui une action à opérer de la part des États sur des outils financiers d'une sophistication démente, qui sont d'ailleurs une espèce de signe de l'intelligence humaine, mais qui sont diaboliques, qui détruisent de la valeur. Je pense par exemple aux ventes à terme sur les actions. Je pense, c'est-à-dire à la capacité pour un individu ou pour une grande institution de spéculer sur la baisse de la valeur d'une société, d'une entreprise et de tout ce qu'elle représente, de son capital humain, des destins individuels qui y sont, et de s'enrichir. Ça ne crée pas de valeur, c'est absurde. Cela pourrait être interdit. Cela l'a été d'ailleurs au début de la crise économique et financière pendant quelques semaines aux États-Unis, pendant quelques mois en Angleterre. Le capitalisme ne s'en est pas plus mal porté, au contraire. Donc là, je crois qu'il y a des combats très, très, très urgents et très important. Vous avez été un observateur de la société américaine, vous avez fait un bouquin là-dessus, vous vous targuez d'avoir été un des premiers à ouvrir l'œil sur un petit jeune qui s'appelait Barack Obama. Il est dans une phase un peu de turbulence aujourd'hui, à la fois avec la réforme du système d'assurance maladie aux États-Unis. Il a sur le dos des vieux relents de racisme qui reviennent. Est-ce que vous sentez qu'il est à la hauteur, finalement, dans la période actuelle? Oui, absolument. Sur le système de santé, il a intégralement raison. Alors évidemment, il a face à lui tout ce que l'Amérique compte de plus conservateur, etc. Ça, c'est inévitable, c'est une bataille. Il va mener cette bataille, et une bataille politique, c'est long, c'est compliqué, on y laisse des plumes, on y laisse de la popularité. Voilà. Sur la politique internationale, je trouve que la façon, par exemple, il est le premier président américain
à ne pas attendre la 8e année, la 4e année de son 2e mandat, pour, dans une espèce de sprint fou, se préoccuper de la question du Proche-Orient. Ça, c'est une chose qu'il avait dite, en privé à certains, et peut-être même publiquement, que ça serait une de ses priorités. Il a tenu parole. Première année, le dossier le plus épineux, le plus compliqué, celui où il y a le plus, alors là, de crédit politique à perdre domestique. Il l'a abordé tout de suite. Moi, je trouve que pour l'instant, il est à la hauteur des espérances qui avaient été mises sur lui. Johan Hufnagel. J'ai une question justement sur Obama. Comment est-ce que vous jugez sa politique ou ce qu'il envisage de faire sur la situation en Afghanistan et au Pakistan, qui est probablement un des points les plus épineux de ce qu'il avait vraiment mis en avant au moment de sa campagne et de ce qu'il compte faire maintenant? Je crois d'abord il est le premier à poser la bonne question. Il pose la question, c'est-à-dire la question du Pakistan. Et ça, moi, je le dis alors modestement et avec mes moyens d'écrivain depuis quelques années, je pense que l'endroit le plus problématique, le plus dangereux du monde, c'est le Pakistan. C'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Iran, c'est le Pakistan. Je me suis époumoné à dire ça aux États-Unis à l'époque de mon livre sur Daniel Pearl, dans le désert. Là, aujourd'hui, pose la question, ça, je crois que c'est bien. Ça, je crois que c'est bien. Après, est-ce qu'il faut s'occuper du Pakistan, ne plus s'occuper de l'Afghanistan, comme le disent certains dans son entourage? Ça, moi, je ne crois pas. Mais je ne crois pas que ce soit la décision Enfin, je suis certain qu'il ne l'a pas prise, et je ne crois pas que ce soit celle qu'il prendra. Sur l'Afghanistan, l'alternative aujourd'hui, c'est est-ce qu'on poursuit cette guerre qui ne mène à rien actuellement, aucun résultat concret sur le terrain, les talibans n'arrêtent pas de se renforcer, est-ce qu'on augmente les effectifs militaires, comme le réclament certains chefs militaires américains, ou est-ce qu'on reconnaît qu'on a échoué depuis 2001 et on s'en va? Mais je crois qu'on n'a pas échoué, c'est pas vrai. Je crois que là, et sur le terrain, les choses ne se passent beaucoup mieux que vous ne le dites. Vous y êtes allé? C'est pas moi, c'est les chefs militaires américains qui disent que ça ne marche pas et que donc il faut doubler les effectifs militaires. Vous y êtes allé? Vous êtes allé où? J'étais dans la vallée de Kapisa il y a quelques jours et les effectifs talibans sont beaucoup moins importants. Sont beaucoup moins importants et la poussée est beaucoup moins forte qu'on ne le dit. 2, je crois que la stratégie militaire ou la tactique américaine et française est en train enfin de changer. C'est-à-dire, et ça j'en parle dans mon dernier bloc-notes du Point, une stratégie qui consiste enfin à dire notre boulot, c'est pas d'aller tuer du Taliban, notre boulot, c'est d'aider les Afghans à penser que la démocratie est plus désirable que les femmes encagées, etc. Et deuxièmement, notre boulot est d'aider à la constitution d'une armée nationale afghane. Et vous voyez des progrès de la démocratie dans la dernière élection présidentielle? Il y a une chose qui m'a surpris, par exemple, dans 3 des postes avancés de la coalition où je me suis rendu. Et là, j'étais avec un journaliste de Paris Match, une journaliste d'Europe 1, une journaliste du Monde et le ministre français. Une chose que je ne savais pas, alors je suis peut-être très ignorant, mais une chose que je ne savais pas et qui est la suivante, c'est que enfin depuis quelques semaines, dans les procédures de la coalition, une opération militaire, elle est sous commandement afghan et plus sous commandement britannique, français ou américain. Ça déjà, ça change beaucoup. Les officiers américains ou français qui sont à Fort Rocco ou qui sont au fort de Tora, etc., ils vont, sous le commandement du capitaine Khalili, dormir sous la tente 8 jours en haut du piton rocheux, etc. Alors si on prend la mesure de ça, qu'en effet, c'est le boulot des Afghans, que c'est les démocrates afghans qui doivent se défendre contre les encageurs et les emprisonneurs de femmes, là, on prend le problème par le bon bout, et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait par l'administration Obama et d'ailleurs aussi par les Français. Mais pour reprendre la question de Luc, est-ce que vous pensez que les élections présidentielles auxquelles on a assisté, qui sont toujours pas finies d'ailleurs, enfin le résultat est toujours pas validé, on ne sait pas s'il y aura un deuxième tour, est-ce que elles ont constitué un progrès du point de vue de l'instauration d'une démocratie? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'alliés, qu'on ne se retrouve pas
En vous écoutant parler sur le commandement, l'armée nationale, j'ai l'impression de retrouver des vieux échos du Vietnam. Vous savez, la vietnamisation, avec des mauvais présidents à Saigon, de la corruption, une armée nationale qu'on met en avant mais qui est incapable de faire le boulot, et des conseillers derrière qui s'empêtrent et qui augmentent le nombre de troupes, et puis on n'arrive à rien. Écoutez, les élections, moi, on peut voir les choses des deux côtés. Il y a la triche, la fraude. Bon, enfin, ça, personne n'a de leçon à donner à personne. On en parlera tout à l'heure. Oui, d'accord. Il y a la triche, et puis le côté, j'ai triché, mais j'avais pas besoin, ainsi de suite. On connaît le discours. Et il y a autre chose, moi, qui m'a frappé, excusez-moi, mais c'est les paysans afghans qui descendaient de leur village pour aller voter sous les mortiers des talibans, sous la mitraille. Hein, les talibans ont bombardé les bureaux de vote, ça vous le savez. Ont bombardé les urnes. Bon, ben, les types, ils sont allés quand même. Ça me semble être un progrès de la démocratie. Moi, je connais un peu ce pays depuis longtemps. Je dois dire que j'ai vu ces images, j'ai vu ces récits, j'en ai recueilli aussi. J'étais sidéré. Je trouve que ça va même là assez vite. Voilà, cette fameuse démocratie qui est supposée ne pas pouvoir s'implanter dans les zones où elle n'est pas née. Bah si, les gars qui vont voter sous les obus, ça veut dire que la démocratie progresse. Bernard Olivier, quand vous allez en Afghanistan, c'est quoi votre programme? Vous restez combien de temps? Vous dormez chez qui? Excusez-moi, c'est des questions à un reporter, en fait, à un philosophe reporter que je pose. Il y a un téléphone, mais il y a un téléphone portable ouvert, allumé. Ça fait des pchit-pchit. C'est le vôtre? Il est sur silencieux, mais il n'est pas éteint. Voilà. Mais ça dépend. Lorsque j'ai créé les Nouvelles de Kaboul, par exemple, là, je dormais chez Aïna, qui était une association, et qui est toujours d'ailleurs une ONG française dirigée par un photographe merveilleux qui s'appelle Reza, et qui avait ses locaux à Kaboul. Quand j'étais à Kandahar il y a 2 ou 3 ans, je dormais. La question c'est où je dormais? Chez Action. Non, Action contre la faim. La logistique de ce genre d'enquête, de déplacement. Ça dépend. Mais là, en revanche, c'était chez les militaires là ces jours-ci, puisque c'était un voyage organisé pour un groupe de journalistes. Donc voilà, tout dépend. Quand je suis allé voir Massoud en 98 dans le Panchir, j'ai dormi chez lui, dans sa maison d'hôte, dans sa maison d'amis. Donc là, c'était un voyage avec des militaires, organisé par l'armée. Le plus récent, il y a quelques jours, oui, organisé par le ministre de la Enfin, organisé, oui. C'est lui qui vous a invité ou c'est vous qui avez demandé à venir? Non, je crois que c'est lui, c'est Hervé Morin qui a dû, oui, un jour me demander si ça m'intéresserait de voir avec lui comment ça se passe vraiment, ces militaires dont on dit qu'ils sont trop nombreux, pas assez nombreux, etc., etc. Donc bien sûr, ça m'intéresse. Bien sûr, ça m'intéresse. Moi, je m'intéresse à l'Afghanistan depuis 25 ans, ou 27 ans. Donc, chaque fois que j'ai l'occasion de m'y rendre, sous quelque prétexte que ce soit, dans quelque contexte que ce soit, ça m'intéresse. Et Bernard Lévy, une dernière question. On a l'impression que vous êtes le seul intellectuel philosophe français qui va sur des théâtres d'opération. Est-ce que c'est une apparence injuste? Est-ce qu'il y a d'autres intellos qu'on connaît moins et qui sont toujours à l'étranger et qui font la même chose que vous et que vous retrouvez parfois dans ces coins-là? Il y en a d'autres. Vous savez, il y a bien sûr, et même beaucoup plus que moi, quelqu'un comme Olivier Roy, par exemple, qui est un grand spécialiste du monde musulman et en particulier de l'Iran. Je crois qu'il est sur le terrain 1 million de fois plus que moi. Je sais pas, Je parle de la philosophie embedded, comme on pourrait dire, la philosophie qui va là où il y a la guerre. Ce que vous faites depuis 20 ans, est-ce que vous êtes le seul à le faire? Mon camarade Glucksmann était allé en Tchétchénie au plus fort de la guerre. Je ne sais plus. En Bosnie, Suzanne Sontag s'est installée à Sarajevo. Elle avait mis en scène En attendant Godot avec des Bosniaques au tout début de la guerre, début 93. Christopher Hitchens, parce qu'il faut aussi voir, il n'y a pas que Paris. Christopher Hitchens qui est un... oui, mais à Paris, on dirait qu'il n'y a que vous. Alors justement,
Enfin, oui, mais moi j'aime bien prendre le point de vue. Voilà, Christopher Hitchens, qui a publié un livre en France il y a quelques mois, qui s'appelait Dieu n'est pas grand, qui est un manifeste pour un athéisme radical. Quelqu'un qui passe son temps au Pakistan, en Afghanistan, dans des lieux difficiles, qui pense que son boulot d'écrivain, c'est de faire ça. Après, les gens font comme ils veulent. On peut retrouver chroniqueur sur slate.com. Ah ben voilà. Retrouve en français. Vous ferez la vôtre, Pieraski, à vous. Il y a une expression qui a été employée à votre sujet, c'est un mot qui a été inventé, c'est le romanquête. C'est-à-dire, c'est vous qui l'employez, c'est moi qui l'ai employé. Et dans romanquête, il y a quelque chose qui est un peu gênant, c'est qu'il y a une part de romanesque et régulièrement, vous êtes quand même critiqué, attaqué pour des imprécisions, des dérapages factuels sur ces enquêtes. Quelle est la part de roman, quelle est la part d'enquête ? Donc romanquête, c'est moi qui l'ai inventé et j'en suis très fier d'avoir inventé. Je trouve que c'est un beau concept, le romanquête. Je l'ai inventé d'ailleurs en pensant... Philippe Gouin n'est pas d'accord, il ronchonne. C'est pas un écrivain américain dont le nom m'échappe, dont vous êtes d'ailleurs, que vous avez cité à chaque fois quand vous avez fait le romanquête. L'écrivain dont le nom vous échappe, il s'appelle Norman Mailer. Non, un autre. Il s'appelle Truman Capote. Voilà, Truman Capote. Ouais. Décidément. Bon, c'est Truman Capote. Oui. Bon, ben, je vous le rappelle, mais c'est pas lui. Non, lui. Alors, c'est un peu ce qu'il a fait quand même. C'est ce que j'ai lu. Attendez, vous allez trop vite là. J'étais en train de vous dire que j'avais inventé le mot, mais pas le concept. Donc, Truman Capote dans 200 froid, Norman Mailer dans son livre sur l'assassin de Kennedy, ont fait des romanquettes. J'ai inventé le mot. Alors, après, c'est quoi un romanquette et comment ça marche ? J'ai produit ce mot dans un cas précis, c'était mon livre sur Daniel Pearl. Daniel Pearl, c'était d'un bout à l'autre une enquête journalistique à 2 réserves près, dont la logique ne va pas vous échapper. C'était les monologues intérieurs de Daniel Pearl quelques minutes avant son exécution et d'Omar Sheikh, son bourreau, dans les heures qui précèdent le bouclage du complot. Donc il y a eu 2 chapitres dans le livre qui sont des monologues intérieurs. Ça, c'est la part de roman. Donc c'est pour expliquer le mélange entre l'enquête factuelle qui composait tout le reste du livre et ça, que j'ai proposé ce mot de roman. Est-ce que ça affaiblit pas votre démarche ? C'est-à-dire que quand vous publiez 2 pages dans Le Monde sur Gori, en Géorgie, vous êtes quoi ? Vous êtes le romancier qui a un peu d'imagination sur certaines choses qu'il n'a pas vues. Vous avez lancé cette petite polémique pour faire de la publicité à votre site internet. Vous nous ferez le plaisir de penser que la médiatrice du Monde vous a répondu quelques jours après. J'ai pas fait un reportage sur Gori, j'ai fait un reportage sur Tbilissi. J'ai dans l'article en question qui est disponible pour tous les internautes, je disais que j'étais à la périphérie de Gori, que je n'étais pas au centre-ville de Gori, hélas, mais que de là où je me trouvais... Et vous avez senti l'odeur des... J'ai dit que j'ai senti... J'ai dit... Pas du tout. J'ai dit... Ah non. J'ai dit que j'ai senti l'odeur de la mort. J'ai dit que j'ai senti l'odeur de la mort. Ça, c'était la partie romanesque. Pas du tout. J'ai dit que j'ai senti l'odeur de la mort. Et sont arrivés une poignée d'enquêteurs brillants de rue 89 allant chercher dans le catalogue des parfums répertoriés entre le vétiver et le thym et le romarin, l'odeur de la mort. Et d'interroger les uns et les autres. Vous n'étiez pas loin de Bernard-Henri Lévy. Avez-vous senti l'odeur de la mort ou pas ? Vos compagnons non plus ne l'ont pas senti. L'odeur de la mort, écoutez, je ne sais pas à quel... Enfin, écoutez, franchement, l'odeur de la mort... Je l'ai senti et je le maintiens dans cette ville que les Russes avaient, alors avec leur humanisme coutumier, avaient vidé de ses habitants, où ils avaient brûlé les granges, etc. Votre plume a dépassé un petit peu ce que vous avez vu, mais c'est pas très grave. Ma plume a très exactement vous êtes dans votre rôle de romancier. Mais c'était olfactif ou symbolique ? C'est la question. Olfactif ou symbolique ? L'odeur de la mort. Sentir l'odeur de la mort, est-ce que c'est... Est-ce que vous savez, c'est une ambiance. C'est une ambiance. Quand vous écrivez que vous voyez des incendies à perte de vue et que vous précisez après dans les réponses aux questions qu'on vous a posées que ce sont des champs, alors que vous parliez de Gori, il y a une confusion. Voilà. Mais je pense que c'est votre plume, votre belle plume, s'est laissée emballer, mais c'est pas grave. En effet, ça me semble en effet pas très grave pour moi, mais ça me semble plus problématique sur vos méthodes, parce que
vous vous êtes excité sur cette affaire, sur odeur de la mort ou pas odeur de la mort. Est-ce que les incendies, c'était les champs ou est-ce que c'était... J'avais jamais dit que c'était les maisons. Je dis que je voyais des incendies à perte de vue. Vous me demandez après... C'est l'ambiguïté de votre fonction. Voilà, mais quelle ambiguïté? Incendie à perte... C'est l'ambiguïté du mot romanquette. Romanquette, il ne s'agissait pas du reportage sur la Géorgie. Il y a un problème de règle, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils font référence rue 89 et d'autres au fait que... Au catalogue des parfums de Fragonard sur les hauteurs de grâce, est-ce que l'odeur de la mort était bien entre le vétiver? J'aimerais finir ma phrase. Je voulais simplement dire qu'il y a des règles journalistiques. Comme vous n'êtes pas journaliste, vous n'êtes pas tenu de les respecter. Et par conséquent, vous ne les respectez pas toujours. C'est tout ce que veut dire rue 89. Et que le Monde vous donne un statut qu'il ne donne même pas à ses propres journalistes, qui fait débat en interne. Quand vous avez 2 pages pour raconter la Géorgie, alors que les journalistes du Monde n'ont pas cet espace-là, c'est complexe. Là, ça m'a échappé. Quel est le débat en interne qu'il y a eu au Monde? Sur le fait de... Au sein de la société de rédaction, mais qu'est-ce que vous en savez? Parce que j'ai mes informateurs au sein de la société de rédacteurs du Monde. Vous avez vos informateurs au sein... Sinon, j'aurais pas écrit un livre là-dessus. Répétez, vous avez vos informateurs au sein de la société de rédaction. J'ai des collègues avec qui on parle, c'est tout, si vous voulez. Voilà. C'est dit déjà autrement. C'est les collègues avec qui on parle et les informateurs au sein de la société de rédaction. Non, là, vous me faites un faux procès. C'est-à-dire que quand on est journaliste qui travaille sur les médias, on a des informateurs dans tous les journaux. Moi, je suis très heureux quand je suis... C'est un fait que, alors là pour le coup, quand la guerre a éclaté en Géorgie, c'est-à-dire quand les Russes se sont livrés à cette espèce d'agression démente, etc., c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand monde pour s'y précipiter. Je l'ai fait, je suis très heureux, je suis très fier, je suis très... Beaucoup de d'écrivains, d'intellectuels, bon... Très heureux que le Monde m'ait accordé ces 2 pages et je les en remercie encore. Je voudrais juste revenir depuis tout à l'heure sur l'Iran. Juste une question sur l'Iran. Oui. On a parlé d'Obama. Est-ce que vous dites que vous vous sentez assez proche d'Obama? Est-ce que sur le dossier iranien, vous ne vous sentez pas plus proche de Nicolas Sarkozy que d'Obama, justement, au fond? Alors je vais vous dire, c'est un dossier là tellement compliqué que c'est très très difficile de vous répondre. Moi ce que je crois, c'est qu'en effet, comme je crois tout le monde d'à peu près sensé, l'arme nucléaire entre les mains des dingos de Téhéran, c'est un danger planétaire, premièrement. Deuxièmement, il semble, alors je suis franchement pas spécialiste, mais enfin les gens sérieux semblent nous dire qu'ils n'en sont pas loin. À partir de là, troisièmement, je crois qu'il faut tout faire pour empêcher ça. Alors tout faire, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire toutes les voies du dialogue, aller au bout, toutes les voies de la diplomatie, aller au terme, les sanctions, aller beaucoup plus loin. Et puis si tout ça ne suffisait pas, en effet, une solution plus radicale, en priant Dieu ou ce qui nous en tient lieu pour qu'on n'en arrive pas là, parce que ce serait une déflagration générale. Mais vous voyez bien que les 2 présidents, si j'ose dire, ne pédalent pas dans le même sens. C'est-à-dire qu'Obama essaye de profiter du nouveau contexte créé par son élection pour essayer d'enclencher un dialogue, alors que Nicolas Sarkozy affiche tous les jours une espèce de fermeté et d'arrogance qui est quand même forte, quoi. Je ne sais pas si... Non, attendez, fermeté arrogance, je ne suis pas suspect de sympathie vis-à-vis de Sarkozy, mais enfin, il y a un cas où, en effet, récent, quand Ahmadinejad a eu le culot de demander l'échange entre mademoiselle Reis, coupable de rien, sinon d'avoir l'amour de la culture persane, et puis l'assassin de Chapour Bakhtiar, et quand il a demandé l'échange, là, Sarkozy a haussé le ton. Franchement... heureusement qu'il l'a fait. Maintenant, l'approche intelligente d'Obama qui consiste à dire on va essayer de dialoguer, on va vous tordre le bras, puis si on n'y arrive pas, adviendra ce qui adviendra, ça il a raison, je crois que c'est bien, oui, bien sûr. Quelle est la prochaine étape de votre combat, engagement en faveur justement de la société iranienne ? On va voir. Moi, sur l'Iran, j'ai une conviction. Alors là, je sais pas, je vais peut-être... je disais tout à l'heure qu'il nous arrivait à tous de nous tromper à propos de Klarsfeld. Je vais peut-être... et qu'il nous arrivait même tous de dire des bêtises. Je vais peut-être en dire une. Moi, je crois que... c'est mieux quand vous dites des bêtises que... Oui. C'est mieux. Que quand on ne dit rien. Il faut prendre des risques. Voilà. Moi, je crois que le processus engagé est irréversible. Et je crois que ce qui s'est passé avant l'été... ne peut pas y avoir de retour en arrière. Je crois que le régime est miné de l'intérieur parce qu'il reposait sur un certain nombre de bases qui sont brisées.
le bloc des ayatollahs est fissuré, le mythe de l'infaillibilité du guide suprême Khamenei a volé en éclats, et ainsi de suite. La société civile s'est réveillée, elle a pris conscience de sa puissance et de sa capacité, etc. Donc je crois que tout ça prendra du temps. Comme la première révolution iranienne, celle d'il y a 30 ans, a pris du temps. Elle a pris au fond 1 an, quand on pense à Khomeini. On a l'impression avec le recul que ça s'est passé en 4 semaines et demie. Bon, ça a pris 1 an. Quand on regarde les textes de Michel Foucault dans le Corriere della Sera, entre les premières manifestations dans la ville pétrolière, et puis la fin de l'avènement de Khomeini, c'est 13 mois. Bien, donc il se passera 13 mois, 15, 18, 11, peu importe, mais je crois que ça ira au terme. Et justement, si vous pensez que le régime est en train de s'effondrer, est-il vraiment temps de dialoguer avec lui et de le renforcer par la même? Écoutez, je crois qu'il faut... Alors là pour le coup, il faut compter sur l'intelligence et la subtilité de nos dirigeants. Il faut compter sur leur capacité à, sinon compter, du moins penser jusqu'à 2. C'est-à-dire à la fois dialoguer sur un terrain qui est plus que sensible, qui est absolument conflagrateur, qui est la question de l'arme atomique, et puis aider par tous les moyens officiels, clandestins, la société civile et l'opposition. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux, bien sûr. Je crois. Mais alors là, franchement, je déteste. Autant je crois que c'est bien, quand on est un écrivain, un intellectuel, d'aller y voir, d'aller sur le terrain, d'aller à Gaza, d'aller à Tbilissi, d'aller à Sarajevo, etc. Autant faire de la stratégie d'état-major, se mettre dans la tête des dirigeants, etc., ça, j'aime pas trop, parce que je crois qu'on n'a pas les données. Vous êtes allé en Égypte, pardonnez-moi, mais vous êtes allé en Égypte pendant toute cette campagne contre Farouk Hosni? Je suis allé en Égypte juste avant ce que vous appelez la campagne contre Farouk Hosni. Parce que la campagne... Parce que là, vous pourriez y retourner j'ai bien l'intention d'y retourner. Ouais. J'y étais quelques semaines avant, bien sûr, oui. Ouais. J'y étais juste avant l'été, avant que Farouk Hosni ne déclenche sa campagne, parce que c'est quand même ça la réalité. Ouais. Et j'ai bien l'intention d'y retourner, oui. J'aime ce pays. C'est en effet une des... enfin, c'est même une banalité. Mais ça craint pas pour vous d'aller en Égypte aujourd'hui? Enfin, ben, voyons, j'espère bien que non. Comment ça craindrait pour moi? J'en sais rien. Moi, si c'est un pays... mais bien sûr que non. Si abominable que ça... Mais c'est pas un pays si... Juste, c'est ce que je veux dire. Enfin, on se comprend. Ça n'est pas un pays si abominable que ça. C'est un pays qui a mal choisi son candidat à la direction générale de l'UNESCO. J'aurais applaudi des 2 mains si ça avait été un homme qui n'avait pas été un censeur, un flic et par ailleurs un antisémite. Mais c'est même pas, contrairement à ce que disent ce que je lis ici ou là, que ce soit Lanzmann ou moi, c'est pas essentiellement sur le terrain de l'antisémitisme que nous avons contesté la candidature de Farouk Hosni. Ça a quand même démarré sur l'histoire des livres, qui justement a été prononcée juste après cette histoire de Gaza. Il fallait aussi tenir du contexte, peut-être. Bah si, c'était juste après le... Il faut tenir compte un responsable, un ministre de la Culture, dit qu'il est prêt à brûler des livres de ses propres mains, et pas n'importe quel livre. C'est ce que peu de gens ont dit. De quoi s'agit-il? D'abord, brûler des livres, c'est immonde. Je suis d'accord. Tiens, quel que soit le contexte. Non, quel que soit l'auteur. Quel que soit le contexte, d'accord? Quel que soit l'auteur. En plus, les livres de la bibliothèque d'Alexandrie, les livres juifs de la bibliothèque d'Alexandrie, la ville livre Alexandrie, la ville livre de toutes origines et de toutes confessions, la ville d'où est sortie l'universalisation précisément du plus grand livre juif qui s'appelle la Bible. Est-ce que cet homme qui se targue de culture s'est rendu compte de ce qu'il disait? Dire à propos d'Alexandrie, de livres écrits en hébreu, ce qu'il a dit, qu'il convenait de les brûler, est-ce qu'il s'est rendu compte? Non, il s'en est expliqué, justement, il l'a regretté publiquement et il s'en est rendu compte. Donc. Bon, allez, BHL, tome 2, on passe à l'actualité politique française. Par quoi commencer? Au début de l'été, vous avez dit que la gauche était morte. Non, pas la gauche. Le PS, pardon. Le PS. Oui. Vous savez que le Parti Socialiste était mort. Il n'est pas mort. Il essaye de s'organiser. Il y a eu les primaires. Il y a encore des turbulences. Vous rediriez la même chose aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Non, alors, donc j'ai pas dit la gauche. Moi, le PS. J'ai dit que pour que la gauche renaisse
institutionnellement et l'emporte, il fallait prendre acte de la mort du PS. Voilà, il faut en prendre acte, il faut dresser l'acte de décès. Je pense, oui, qu'il est en état de coma prolongé. Et tout ce qui s'est passé ces dernières semaines me semble l'attester. C'est un grand corps malade, un grand corps mort. Alors évidemment, on ne se rend pas toujours compte qu'on est mort. Hein. C'est ça la vie, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on est mort. L'image que j'employais, je crois, dans cet entretien avec votre confrère Askolovitch, l'image d'Alfred Jarry, du cycliste qui pédale alors qu'il est encore mort. C'est les socialistes aujourd'hui. Les socialistes, pas les dirigeants en tant que tels, et quels qu'ils soient d'ailleurs. Mais l'appareil lui-même, c'est comme ça. La SFIO est morte. Ça veut dire que Ségolène Royal fait bien de prendre la tangente sur son vélo, justement. Mais naturellement, c'est même pour ça qu'elle sera... Je pense qu'elle sera candidate à la présidence de la République et qu'elle aura de très sérieuses chances d'être élue. Parce qu'elle a compris que ça ne se passait plus autour du Parti socialiste, que le Parti socialiste était du plomb au pied d'un responsable politique. C'est du plomb. Alors c'est bon pour diriger des régions, c'est bon... Vous croyez qu'on peut gagner une élection présidentielle avec une sorte de commando de 20 personnes qui s'occupe des relations presse, des médias, etc., et en faisant fi finalement d'un parti avec des milliers d'élus? Parce que vous dites un cadavre, mais c'est un cadavre c'est le parti qui compte le plus d'élus locaux en France. Donc c'est paradoxal quand même. Je pense que les partis naissent et disparaissent. La droite, d'ailleurs, l'a très bien compris. Moi, depuis que je suis en âge d'observer la politique, je ne sais plus combien de fois ils ont changé de nom de parti. Hein. Il y avait des UDR, des RPR. UDR, RPR, les partis politiques. 2 fois UMP. Les partis politiques, il faut pas les sacraliser. Les partis politiques, ils sont au service des citoyens d'abord et des idées d'autre part. Quand le parti est devenu comme une espèce de gros caillou qui empêche les cerveaux de fonctionner, il faut passer à autre chose. Et je crois... Rocard avait dû dire ça il y a 10 ou 15 ans, il a parlé de Big Bang. Je crois que l'intérêt de la gauche aujourd'hui, du peuple de gauche, des citoyens, des gens qui veulent que ça change, comme on dit, ce serait ça. Ce serait que le Parti socialiste se fonde dans un ensemble où il y aurait les amis de Cohn-Bendit, etc., naturellement. Alors après, les militants, c'est des raisonnements. La SFIO faisait ce raisonnement-là, à l'époque de Guy Mollet. Ah, on a des militants, on a des bastions, on a des fédérations, et un grand dirigeant social-démocrate allemand, avant 14, appelait ça la maladie de la pierre. La maladie de la pierre, c'était la pierre au sens la pierre dans les reins et la pierre au sens des immeubles que possédait le SPD. Non, arrêtez avec la maladie de la pierre. Enfin, ça dépend ce que vous voulez. Moi, personnellement, je veux que la gauche l'emporte aux prochaines présidentielles. Pour ça, je crois qu'il faut le Big Bang, je crois qu'il faut un sursaut et je crois qu'il faut qu'il y ait un vaste mouvement populaire dont ce qui est aujourd'hui le PS soit partie prenante. Derrière Ségolène Royal ? Derrière, ça c'est pas à moi de décider. Vous l'avez conseillé un petit peu, vous avez discuté avec elle. Est-ce qu'elle a ses chances ? Est-ce que c'est votre candidate quelque part ? Est-ce qu'elle... J'ai pas ma candidate et c'est pas. Vous l'avez soutenue avec enthousiasme. Là, vous avez l'air moins enthousiaste. Pas du tout. Je l'ai soutenue avec enthousiasme et alors, si c'est ça la question, je l'ai soutenue avec enthousiasme. Je ne le regrette pas un quart de seconde et je la soutiendrai avec le même enthousiasme dans une configuration identique. Alors ça, c'est clair et net. Alors après, et par ailleurs, alors ça, c'est Café du Commerce. Si on se met une seconde au Café du Commerce, je pense en effet que c'est elle qui sera la candidate. Mais alors là, j'ai pas... Pour quelle raison ? Quelle raison objective, vu les dernières semaines qui n'ont pas été médiatiquement folichonnes pour Ségolène Royal ? Un lancement de site raté, des défections dont on parle de plus en plus autour d'elle, des interrogations sur le management politique de cette équipe. Oui, c'est pour ça que je vous dis que je me trompe peut-être, mais c'est mon sentiment. Je pense qu'elle est... juste très, très bonne. Je pense qu'elle est... oui, erreur de management politique, mais je crois que la politique, c'est pas du management. C'est de l'organisation. On peut employer un autre mot. C'est un peu de l'organisation. Si vous saviez à quel point son organisation était défectueuse dans la première campagne, je crois que ça... Enfin, moi, je
crois l'avoir senti ça d'assez près. C'est un miracle, mais un miracle dû à son très grand talent, qu'elle ait réussi, compte tenu de l'organisation. C'était même pas un commando, pour reprendre votre métaphore. C'était encore moins que ça. Qu'elle ait réussi à faire 47% et à créer cette espèce d'enthousiasme autour d'elle, ça tient du miracle ou du très grand talent politique. Elle vous écoute toujours ? Je ne sais pas si elle m'écoute, je ne sais pas si elle m'écoute. En tout cas, on se parle, oui, bien sûr. Quand elle a la gentillesse de me demander mon avis, en tout cas, je le lui donne. Pas très souvent, pas assez d'ailleurs peut-être. Une gazette a dit que Alain Minc avait organisé votre réconciliation avec Nicolas Sarkozy, c'est vrai ? La Gazette, ça s'appelle Le Monde, hein, je vous signale. Mais ça vous écorche la langue de dire Le Monde. C'est marrant, ça, une Gazette. Ça vous rappelez pas de Truman Capote, de Norman Mailer. Pourquoi vous dites la Gazette, Philippe Cohen ? Parce que c'est une expression consacrée. On dit une Gazette. Dans les Gazettes, on dit ça. Je ne l'ai pas lu que dans Le Monde, d'ailleurs. Alors oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Réconciliation, pas politique. J'ai pas changé d'un iota par rapport à ce que je disais dans... Vous étiez fâché sur un plan privé, alors ou... Par rapport à ce que je disais dans Ce grand cadavre à la renverse, le début du livre, édition Grasset, pas le début du livre. Lisez les livres jusqu'au bout. Il y avait, après le début du livre, il y avait une argumentation serrée sur des points importants, sur mai 68, sur la question de la repentance et du colonialisme, sur beaucoup de points. Il y avait des raisons très profondes qui font que je ne peux pas être sarkozyste, que je ne l'ai jamais été, que je ne le serai jamais. Alors après... Il y avait une brouille privée, j'imagine, et Alain Minc a organisé une... Enfin, c'est pas comme ça d'ailleurs que ça s'est passé. Il y avait en vérité la question des... Là, vous allez... Vous dites j'imagine, comment il s'agit de vous, donc vous devez savoir, non ? Oui. Je sais quoi. Non, vous dites, il y avait une brouille privée, j'imagine. Il s'agit de vous, vous devez savoir. Oui, mais... Est-ce que vous pouvez être explicite ? Parce que moi, je comprends rien. Je comprends rien. Je suis pas assez informé, donc je ne sais pas pourquoi vous étiez brouillé avec Nicolas Sarkozy, et je ne sais pas pourquoi c'est Minc qui a servi de... Non, j'étais pas brouillé. Justement, c'est ça. Là, j'ai la gentillesse et la bonté de me mettre une fois de plus sur le terrain de votre confrère Philippe Cohen. Or, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y avait un problème qui se posait, qui était la reconduction ou non de mon mandat à la présidence du conseil de surveillance d'Arte. Voilà. Et voilà, mon mandat était de nouveau arrivé à échéance. Est-ce que j'étais renommé ou pas ? C'est une décision qui est du ressort de l'État, qui est actionnaire. Donc c'était ça le prétexte de la rencontre. Alors, comme vous prétendez moins informé... non, je vous jure, je ne savais pas du tout. Il se trouve que je connais Nicolas Sarkozy. Ça peut servir de ne rien savoir dans un débat comme ça, ça fait expliciter les problèmes. Alors, absolument. Alors, je veux dire, j'ai des relations privées, amicales avec Nicolas Sarkozy depuis très longtemps, depuis 1983. Et puis des relations politiques qui sont ce qu'elles sont, puisque moi je fais partie des gens civilisés qui croient qu'on peut voter pour des gens pour lesquels on n'a pas d'amitié et qu'on peut ne pas voter pour des gens qu'on aime bien. Donc j'ai pas voté Nicolas Sarkozy. Il y en a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup, voilà. Mais Sarkozy le comprend mal, ça. Sarkozy, il fait pas partie de ces beaucoup-là. Sarkozy, il pense que je crois qu'il pense que quand on est son ami, il n'est pas très compréhensible qu'on ne vote pas pour lui. C'est le sens de la conversation que vous rapportez au début de votre livre. Je l'ai lu jusqu'au bout, mais il y a quand même un début dans lequel vous racontez, il vous appelle en disant ton copain Glucksmann s'est rallié à moi, qu'est-ce que tu attends ? Voilà. En gros. Voilà. Et pour lui, et c'est ça qui est politiquement intéressant, si je peux me permettre dans cette introduction de mon livre, c'est qu'on voit un Sarkozy qui, en effet, n'arrive pas à faire la différence entre les deux choses. N'arrive pas à faire la différence entre le fait qu'on peut être on peut l'aimer humainement, ce qui est mon cas. Je pense que pour un tas de raisons, je l'ai vu dans des circonstances difficiles, c'est quelqu'un pour lequel j'ai, alors outre le respect dû à la fonction, etc., une vraie amitié. J'ai eu une très grande amitié dans les années antérieures. Et en même temps, un désaccord total. Je suis d'accord avec très peu de choses de ce qu'il dit. Mais lui a du mal à comprendre ça. Bernard-Henri Lévy, soyons clairs avec les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Il s'en fout de savoir pour qui vous votez. Ce qui l'intéresse, lui, c'est que publiquement, vous disiez que politiquement, vous le soutenez. Ce que vous votez, il s'en fiche. Oui, il voulait que je dise publiquement que je votais pour lui.
Il voulait que je le dise publiquement, et ce jour-là, je lui ai dit que je ne pourrais pas le dire publiquement, parce que publiquement, j'allais dire le contraire. Et j'ai dit publiquement pourquoi il ne fallait pas voter pour lui. Alors, est-ce que publiquement... J'ai fait campagne pour Ségolène Royal pendant tous ces mois-là. Alors, est-ce que publiquement, vous trouvez... comment vous trouvez la façon dont il a soutenu Brice Hortefeux dans cette affaire de vidéo? Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette vidéo? Il a eu tort. Il fallait virer Hortefeux instantanément. Et la question n'est pas de savoir, vous savez, les gens disent Monsieur Hortefeux n'est pas raciste, j'en réponds. Hein, Monsieur Hortefeux n'est pas raciste. La question n'est pas là. Quand on est ministre, peu importe là, ce qu'on est en profondeur, l'important c'est ce qu'on dit, l'important c'est ce message horrible qui a flambé sur la toile, qui a fait le tour du monde, qui a donné de la fonction et de notre pays une image absolument atroce. Ben, ce ministre-là, il fallait qu'il démissionne. Je m'étonne quand même un peu sur un point, c'est que... il y a eu la vidéo, il y a eu, il y a 2-3 jours, je crois, une parution dans Le Monde d'une page, vous savez, de ce journaliste arabe du Monde qui explique ses déboires en tant que journaliste, etc. Et je crois au début de l'article, il raconte qu'il a été voir Brice Hortefeux et que, sans doute pour faire une blague, Brice Hortefeux a dit « Vous avez vos papiers ». Bon. Moi, non, mais c'est une blague. Je veux dire, est-ce que le second degré doit être interdit en France? Quand on est ministre de l'Intérieur, il faut faire très attention au second degré. Ah oui, ça je crois très profondément. Demander à un Français qui a des racines, un Français d'origine maghrébine, lui demander quand on est premier flic de France, est-ce que vous avez vos papiers? Attendez, j'ignorais même ce détail, mais c'est monstrueux. Et là, c'est peut-être une blague, mais moi, elle me fait pas rire en tout cas. Et rien de tout ça ne m'a fait rire. Et voilà. Et la dignité aurait consisté, en effet, à demander à ce monsieur d'aller se reposer ou de le mettre aux... Mais il n'y a plus ministère d'anciens combattants. Mais enfin, il doit y avoir des... Il y a déjà Bockel. Il y a déjà Bockel. Bon, non, alors ailleurs. Il n'y est plus. Ah oui, il n'y est plus. Non. Le papier, ça... Attendez. Est-ce que tu as des papiers? Toujours sur cette affaire, vous tranchez par rapport à un certain nombre d'autres intellectuels ou politiques ou même journalistes qui ont utilisé cette affaire pour dénoncer Internet comme la poubelle de l'information, de la démocratie. Guénaud l'a dit, la transparence absolue, c'est le totalitarisme, rejoint par Payon. Finkielkraut le dit depuis longtemps, Alain Duhamel le dit, Denis Oliven. Enfin, il y a une coalition de gens qui pensent que Internet, c'est le tout à l'égout de la démocratie, ça c'est la formule d'Oliven, et qu'il faut verrouiller, qu'il faut mettre des verrous. Qu'est-ce que vous avez une position qui me semble en contre-pied de ça? D'abord, les égouts, il y en a partout. Il y en a dans Internet et il y en a dans la presse écrite. Hein, pareil. Franchement, que ça soit Minute, que ça soit... enfin, il y a des torchons partout. Il y en a dans le monde d'en haut, il y en a dans le monde d'en bas, il y en a dans la toile, et il y en a dans la presse... papier glacé, hein, voilà. L'égout, personne n'a le monopole de l'égout, premièrement. Deuxièmement, la transparence absolue, c'est le totalitarisme. Ça, c'est totalement vrai. Et avant tous ceux que vous avez cités, pardonnez-moi, mais enfin j'ai écrit un livre qui s'appelle La pureté dangereuse il y a 15 ans, dont c'était la thèse, une des thèses centrales. Donc bien sûr que mettre une torche dans la tête des gens, les obliger à avouer leurs arrière-pensées, à aller les traquer dans leur chambre à coucher, etc., ça c'est le début du totalitarisme. Et je crois qu'il y a pour chaque individu, pour tous ceux qui nous écoutent, un droit au secret qui est un droit imprescriptible. Mais alors à partir de là, il y a un truc très simple. Quand on veut son droit au secret, on ne se met pas devant les caméras. Le droit au secret, Hortefeux, il l'a dans sa chambre à coucher, il l'a avec ses amis très proches, il l'a en famille. Quand il est à l'UMP, attendez, excusez-moi, quand il est dans une grand-messe UMP, une université d'été, qu'il sait qu'il est filmé par la chaîne parlementaire, c'est quand même pas une caméra pirate qui l'a filmé, il est entouré de caméras, ben là, il a le devoir de se tenir. Il a le devoir de ne pas se lâcher. Après, quand il rentre chez lui, quand il retrouve son épouse, sa famille, là, il a le droit, en revanche, au secret, il fait ce qu'il veut. Il y a une différence très simple. Et à ma connaissance, Internet, en tout cas les grands sites Internet, l'Internet pas égout et la presse pas égout, ils ne sont jamais allés dans la chambre à coucher des uns et des autres. Et ils sont là dans les manifestations publiques. Moi, si demain je suis chopé à la fin de cet entretien à dire une bêtise et que vous la mettez sur la toile, ben, je m'en prendrai qu'à moi-même.
En revanche, si vous me mettez un micro dans ma bagnole ou sur mon palier chez moi, là, je dirais, en effet, atteinte grave à la vie privée et transparence. Ces gens-là mélangent tout. Et ça, c'est terrible. C'est d'un confusionnisme et d'une sottise absolue. Ils mélangent des vrais concepts avec des situations qui n'ont rien à voir. Bernard-Henri Lévy, on va finir sur un thème... on n'en a pas parlé, il est central aujourd'hui. C'est le chômage, les gens qui n'ont pas de boulot, problème de pouvoir d'achat... aujourd'hui, celui qui finalement est sur les théâtres d'opérations sociaux, ou ceux qui y sont souvent des syndicalistes, c'est souvent l'extrême gauche, Olivier Besancenot. On dirait que les intellectuels, en tout cas les intellectuels médiatiques, ont déserté les usines pour y planter des drapeaux, manifester, parce qu'il y a aussi une détresse sociale. On a vu évidemment avec l'affaire des suicides de France Télécom, mais pas seulement, les plans sociaux. Vous voyez, vous, sur ces barricades-là, plutôt que sur des théâtres d'opérations extérieures? Je me vois, ça veut dire quoi? Oui, s'il y avait... Vous iriez chez les Conti, au risque d'ailleurs d'être peut-être mal accueilli, mais... là, il n'est pas Sartre quand même. Non, mais pourquoi pas? Je veux dire... Attendez, non, j'ai dit un jour, alors ça c'était, quand je dis qu'on dit tous, il nous arrive à tous de dire des bêtises, moi j'en ai dit une un jour, enfin je l'ai dit ou pas dit, j'en sais rien, ça a été repris en tout cas dans Libération, que j'étais peu sensible à la question sociale. Bon, c'est évidemment pas vrai, c'est une connerie, j'y suis comme tout le monde sensible. Je crois que la misère dont vous parlez, je pense très profondément qu'elle est en train d'atteindre un niveau de profondeur et d'inscription dans le corps social qui est sans précédent. Je crois qu'on est au-delà de la précarisation, au-delà de ça. Il y a une espèce de misère, je ne veux pas employer de grands mots, mais enfin métapolitique, enfin métasociale qui est en train de s'installer au vu aussi de tout le monde. Sans parler des arrêtés préfectoraux qui excluent ou municipaux, pardon, qui excluent les indigents du centre des villes, sans parler du partage dont est prisonnier, par exemple, le nouveau schéma de revenu minimum garanti, le partage entre les bons chômeurs et les mauvais chômeurs, les bons pauvres et les mauvais pauvres, qui reproduit les vieux systèmes qui avaient été analysés par Guérémec de gestion de la pauvreté au Moyen-Âge. Il y a là une situation qui, en effet, est nouvelle et pas tolérable. Voilà. Alors, après, c'est vrai que chacun son... Vous pouvez pas être partout sur tous les fonds, évidemment, mais la jungle à Calais, par exemple. Ah ben la jungle à Calais, c'est ça, on peut pas être partout, mais s'il y avait quoi que ce soit, moi je veux bien y aller avec vous s'il y avait quoi que ce soit à faire, parce que ça c'est intolérable. Monsieur Éric Besson, qui dit, j'ai vu ça ce matin en arrivant, qui dit explicitement en gros que comme il avait un peu bousculé les députés UMP sur le terrain des tests ADN, il est obligé de leur donner quelque chose sur le terrain de Calais en démantelant ce camp de fortune, ça c'est inacceptable. Faire de la politique politicienne, parce que c'est vraiment ça qu'il nous a dit. Hein. Il a dit il y a eu 3 minutes musclées avec les députés UMP sur les tests ADN. 3 minutes un peu musclées. Puis après il dit c'est comme dans un match, il faut à ce moment-là donner la manche retour. Bon, considérer ces problèmes de pauvreté, cette détresse des gens qui arrivent à Malte, qui arrivent à Gibraltar, qui passent par Tanger, etc., considérer ça comme un match entre caciques de l'UMP, ça c'est vraiment dégueulasse. Vous êtes allé visiter cette jungle à Calais? Non, mais pour ça je vous dis, moi c'est plus près que Kaboul. Il y a plus près, hein, il y a le 10e arrondissement. Oui, mais naturellement. Mais ça, moi, je ne suis pas allé visiter la jungle à Calais, mais j'ai entendu les déclarations en question, je trouve que c'est pas bien. Voilà. Alors, le problème, il est beaucoup plus profond que ça, naturellement. Il est certainement d'ailleurs pas à la mesure d'un ministre quel qu'il soit, mais la manière dont ça a été mis en scène a quelque chose d'absolument inacceptable. Mais pour reprendre la question sociale, vous voyez l'image de Sartre sur son tonneau haranguant les ouvriers de Renault. Est-ce qu'il y a une version moderne de cet engagement de l'intellectuel sur le terrain social qui est possible aujourd'hui? J'en sais rien. L'image de Sartre sur son tonneau, vous savez, c'est une image qui a été très moquée, très brocardée, qui est mise en général au débit de Sartre. Et moi, je trouve que c'est une très belle image.
Je trouve ce Sartre-là magnifique. Le Sartre, on s'en est moqué parce que quand on élargit l'angle de la photo, on s'aperçoit qu'il n'y a pas le peuple révolutionnaire, mais qu'il y a 3 pelés et 4 galeux. Comme à Calais. Sartre maoïste quand même, quasi maoïste. Quoi. Oui, maoïste, oui, mais cette image. Donc ça vous gêne pas. Mais cette image quand même, le maoïsme, c'est une des pires expériences totalitaires de l'histoire. Oui, mais là vous mélangez encore une fois les choses, Philippe Cohen. Non. Le régime chinois était un des pires régimes totalitaires qui soit. Le maoïsme français, c'était pas le régime chinois, c'était une autre histoire. Mais là, je crois pas qu'on ait le temps d'aborder ça. Mais en tout cas, Sartre sur son tonneau. Oui, belle image d'intellectuel sortant de sa tour d'ivoire, considérant qu'il a la charge, fût-ce en vertu d'une autoproclamation d'autrui, de la misère d'autrui. Sartre, la nuit, il écrivait son Flaubert tout seul, dans le silence de son petit bureau du boulevard Raspail, et le jour, il allait sur le tonneau de Billancourt faire ce qu'il pouvait. Ils sont où d'ailleurs les intellectuels français dans le débat politique? Est-ce qu'ils vont migrer je crois qu'il y a un nouveau livre qui sort sur les nouveaux réactionnaires qui doit sortir bientôt. Oui. Est-ce qu'ils vont réussi, je crois. Mais bon. J'ai pas encore lu. Est-ce qu'ils vont aller vers la recomposition du PS? Est-ce qu'ils vont tourner vers les amis de Cohn-Bendit, aussi divers qu'ils soient? J'en sais rien. Ça, moi, vous me posez des questions sur moi. Moi, les autres, les intellectuels, c'est comme les Égyptiens. Mais justement, vous, qu'est-ce que vous allez faire justement dans cette recomposition de la gauche? Et d'abord, pour vous, jusqu'où elle va la gauche? Est-ce qu'elle va de la droite du PS à la gauche des amis de Mélenchon et au vert, ou est-ce qu'elle inclut même Besancenot et le Modem? Le Modem, oui. Besancenot, non. Bien, on va se quitter là-dessus. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous pour cette émission longue. On a explosé nos standards, mais on est là pour ça. C'est ça Internet. Quelle heure il est? Merci, vous êtes en retard. Merci à Philippe Cohen de Marianne2.fr, à Pierre Asquidru 89, à Johan Hufnagel de Slate.fr et aussi à Luc de Barrochet qui nous a quittés entre-temps, mais on pense à lui du Figaro.fr. Voilà, on laisse le micro allumé. On va faire très vite le questionnaire Facebook avec Bernard-Henri Lévy. Après, on vous lâche, promis.